Bonjour Adolphine. Bonjour. Je vais te demander d'ailleurs un peu plus tard comment tu as choisi ton pseudonyme, j'aime bien poser cette question-là. Mais avant, je voulais dire que j'ai fait ta connaissance au Salon de la littérature érotique, il y a peu de temps, c'était le 30 novembre 2025. Oui, c'est ça. Et j'ai découvert à cette occasion-là que tu étais devenue éditrice à 25 ans. Éditrice dans une maison d'édition qui s'appelle les éditions Verlaine. Tout le monde l'a vu sur la miniature de la vidéo. Et je me suis dit, éditrice à 25 ans d'une maison d'édition spécialisée dans l'érotisme et le BDSM, ce que tu as annoncé sur une de tes cartes de visite, je me suis dit, chapeau bas, pas mal du tout, beau palmarès pour commencer. Donc j'avais très envie de t'interviewer pour cette raison-là. Ben, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Donc en effet, je suis Adolphine von Traum, éditrice-autrice aux éditions Verlaine. Et avant tout autrice, je le précise parce que ça fait quand même à peu près 10 ans que j'écris maintenant. Et donc j'ai eu ce besoin à un moment donné de créer ma propre marque qui en effet reprend du BDSM, sadomasochisme, même si moi je l'aborde à ma façon, si je puis dire, hein, je reprends pas non plus tous les codes du milieu, mais c'est surtout ce que je qualifierais d'érotisme romantique, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Mais ce que j'aime avant tout, c'est cette jonction entre Eros et Thanatos, hein, je joue beaucoup là-dessus dans mes écrits. Ouais. À la fois l'amour et à la fois un côté, j'allais dire morbide, c'est peut-être pas forcément le bon côté, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué quand je t'ai rencontré au salon, c'est qu'il y a un côté un peu gothique. Oui, un peu sombre, oui, Ouais. c'est ça, assez sombre, assez gothique, parfois violent. Néanmoins, j'essaie de ne pas tomber dans la vulgarité. Le contenu, enfin mon contenu à mon sens, reste assez raffiné, un peu plus que chez Sade, je trouve, qui lui prend beaucoup plus de risques. Je vais pas aller jusqu'à faire du sadisme tel gratuit, qu'on le tu veux conçoit. dire ? Voilà, c'est ça. Non, j'aime beaucoup c'est jouer davantage sur la tension psychologique dans mes personnages. Il y a plus, oui, la recherche de la souffrance, mais c'est très... je vais pas dire que c'est consenti, mais il y a un peu de cet ordre-là dans ce que j'écris. Ouais. Voilà, c'est pas une violence gratuite. Disons que dans la littérature érotique, autant le consentement est important dans la vie de tous les jours, autant quand on fait de la littérature, on n'a pas forcément cette limitation-là. Et puis j'ai envie de dire, tant mieux, lâchons-nous un peu. Hein. Et ça ne veut pas forcément dire que le propos est négatif ou condamnable. Pour autant, on écrit ce qu'on veut. S'il y a bien un endroit où on peut se lâcher, c'est en littérature, en particulier dans ce qui est romancé. Moi, j'apprécie ça. Alors, il y a une question que je voulais te poser quand même, c'est d'où vient Adolphine von Traum ? Alors, c'est tout simplement l'union d'un de mes personnages, donc Adolphine, que j'ai créé et qui est sans doute l'un des personnages les plus aboutis. Tu l'as créé dans quel roman ? Alors, c'est dans mon premier recueil, Nouvelles érotiques et tragiques. Donc, elle apparaît juste au centre, d'ailleurs, du recueil. D'accord. Et voilà, c'est un personnage qui a une dimension psychologique assez complexe, assez singulière. En tout cas, je l'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'écrire. Donc, ça vient d'elle. Et puis, von Traum, c'est tout simplement... cette sonorité très germanique que j'aime bien et aussi que j'emprunte à Dita Von Teese parce que voilà, je l'apprécie beaucoup, c'est l'une de mes idoles féminines, l'une de mes seules idoles vivantes d'ailleurs, pour la petite anecdote. On met beaucoup de soi souvent dans ces personnages. Donc as-tu choisi Adolphine parce que tu as mis beaucoup de toi dedans ? Oui, un peu. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est une féminité qui est aboutie. Elle va explorer pas mal de pans de sa féminité et elle va aussi aborder la masculinité. C'est vraiment un être complet à mon sens et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle. Je me suis inspirée de Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, c'est l'un de mes romans fétiches. Je me suis inspirée de Théodore Madeleine pour créer Adolphine et également de Rachilde qui a écrit Monsieur Vénus et que j'ai d'ailleurs publié l'année dernière. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où Rachilde est rentrée dans le domaine public, donc j'ai pu la publier. J'en ai profité à ce moment-là parce qu'il y avait encore très peu d'éditions de poche à ce moment-là. Et donc, j'ai été l'une des premières à la rééditer avec Gallimard. Donc, j'ai ma version de Monsieur Vénus. Et pareil, ça, c'est un roman qui m'a beaucoup inspirée.
que ce soit pour le personnage d'Adolphine ou pour d'autres personnages féminins et masculins que j'ai créés, parce qu'elle joue beaucoup avec le genre. Il y a un côté un peu moral que j'aime bien, un peu philosophique dans son écriture. Je trouve ça intéressant que tu parles de ton univers, parce que personne pourra s'étonner, en tout cas pas des personnes intelligentes pourront s'étonner que tu sois encore très attaché à ce que tu as découvert à 26, enfin même à 28 ans, d'accord ? C'est pas du tout étonnant, même si c'est écrit depuis 10 ans, d'accord ? Un univers original, ça se construit doucement, si tu veux. Et je t'interviewais surtout sur je rebondissais sur ce personnage d'Adolphine parce que moi j'ai une particularité, alors je peux le dire, avant je le cachais, je faisais attention à mon anonymat, mais en fait quand j'écris Ma soumise, mon amour, qui au début s'appelle Dominant parce que je pensais pas que ce serait un double roman, je sais pas comment appeler mon personnage principal. Donc, bon, si tu veux, quand je démarre, c'est mon tout premier roman, je laisse XXX, mais enfin ça peut pas durer longtemps si tu veux, c'est fatigant. Et finalement je me dis, je vais l'appeler Marc, parce que c'est mon vrai prénom. Ah, d'accord. Et je me suis dit, oui, en fait, dans un personnage, on met beaucoup de soi. C'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, ça m'arrive souvent de mettre de moi. Ne serait-ce que parce que, si on veut être authentique, on va mettre un peu de nous-mêmes, parce que ça, c'est cohérent, c'est globalement, ça forme un tout cohérent. Nos réactions, les unes derrière les autres, vont être cohérentes. Et quand on crée un personnage complètement de A à Z, ça, c'est plus difficile, je trouve. Ah oui, totalement. D'accord. Le risque qu'on prend dans ces cas-là, quand on dit qu'on met de soi dans un personnage, c'est que les gens pensent que c'est autobiographique. Ou qu'ils pensent qu'on a mis plus que ce que nous, on a réellement mis de nous dans le livre. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que on est comme ça, en fait. Oui. Or, on met un personnage dans une situation et on le fait réagir comme on aurait réagi nous-mêmes, sauf que la plupart du temps, on ne se serait jamais retrouvé dans les situations en question. Tu commences à écrire jeune, tu as 16 ans, 15 ans. Tout le monde commence pas à écrire à cet âge-là, à part à écrire un carnet intime, un journal intime. Tout le monde commence pas à écrire réellement, à écrire comme une autrice à cet âge-là. Qu'est-ce qui te pousse ? Elle vient d'où l'envie ? C'est survenu au lycée, donc j'étais en lycée d'art appliqué à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on dessinait beaucoup, on nous forçait à dessiner beaucoup. Et moi, à ce moment-là, j'ai connu une espèce de lassitude, disons que ça ne me plaisait plus ce que je faisais. J'avais besoin de m'exprimer artistiquement autrement, et donc j'ai trouvé refuge dans l'écriture à ce moment-là. J'ai commencé par la poésie, en vers, ensuite j'ai un peu attaqué la prose, donc c'est vraiment venu d'année en année. Je me suis mis peu à peu à la fiction, mais c'est vrai qu'au départ c'était des textes assez intimes, qui étaient déjà teintés de noirceur, et je parlais déjà beaucoup d'amour, donc j'ai eu mes premières relations amoureuses à ce moment-là forcément, mes premiers désirs, mes premières frustrations. Donc tout ça, ça a enclenché cette soif d'écrire, ce besoin vital d'écrire, je dirais même. Donc à partir de là, à partir du moment où ça a pris de la place, que ce soit dans ma tête ou même physiquement, enfin voilà, ça s'est accumulé, il y a eu beaucoup d'écrits et je me suis dit mais là non, il faut faire quelque chose. Ouais. Il faut que ça sorte à un moment donné. Et j'ai pris les devants et je me suis dit, là, à 25 ans, il faut que je fasse quelque chose, il ne faut pas que ça reste dans mon disque dur. On a déjà un petit peu parlé d'un auteur tout à l'heure qui t'a beaucoup marqué, c'est Sade. Et qui t'a inspiré quelque part, au-delà juste de te marquer. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? Donc oui, j'ai découvert au lycée, à travers la philosophie dans le boudoir. Donc il m'arrivait de lire cela dans certains cours quand je m'ennuyais. Je l'ai également fait à la fac quand j'ai découvert Juliette ou les prospérités du vice, et d'ailleurs c'est ce qui a donné vie à mon premier roman qui s'intitule La nouvelle Juliette ou les disciples de Sade, voilà, qui a été très apprécié d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà, si ça intéresse certains curieux. Mais oui, Sade c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée dans la mesure où grâce à lui, en partie grâce à lui, je me suis débarrassée de la pudeur. Et la pudeur, je me suis rendu compte à quel point ça mettait des freins, surtout aux femmes. Le fait d'avoir écarté la pudeur de ma vie, ça m'a rendue très libre, très indépendante. C'est ce qui contribue à ma singularité en quelque sorte, et je me suis beaucoup mieux acceptée telle que je suis. J'ai vraiment gagné confiance. C'est aussi un peu
pour cette raison que j'ai créé cette maison, en quelque sorte, parce que la pudeur, c'est pas simplement je peux me mettre nue devant une assemblée, c'est aussi se mettre à nu intellectuellement, moralement. On va en reparler un petit peu quand on va parler plus précisément de la maison d'édition, parce que oui, ça t'a aidé aussi pour d'autres raisons. Tu racontais tout à l'heure que tu t'ennuyais parfois et que tu lisais ça en cours, mais ça t'a pas empêché d'aller loin dans tes études, parce que t'as fait 2 masters. Oui, c'est cela, un master de lettres, un master d'édition. Donc oui, on va dire que j'ai de la bouteille. J'aime pas trop cette expression, ouais. mais bon. Elle correspond pas à ton univers, mais quelque part, quand tu me dis que tu as un master de lettres, alors les lettres, on sent bien l'intérêt très tôt, mais le master d'édition, il vient d'où? Pourquoi l'édition? Enfin, tu le sentais venir déjà de loin, cette envie de... Alors, au départ, je voulais travailler dans la fabrication du livre. En fait, je voulais encore rester un peu accrochée à la technique, au milieu artistique, au design. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me diriger vers le livre, parce que, je sais pas, j'aime beaucoup les livres. C'est l'objet livre qui te plaît? Au départ, oui, c'était ça. Et en réalité, la littérature, elle est venue assez tardivement, parce que je me suis rendu compte que moi, mon idéal, c'était de créer ma maison d'édition. C'était pas de travailler pour un autre éditeur. Je me suis dit, je vais le faire pour moi, éventuellement pour d'autres auteurs à venir, on pourra y revenir plus tard. Oui, on va en parler après, oui. Mais voilà, c'était... travailler pour les autres, quelque part, ça ne me convenait plus. Donc tu crées ta maison d'édition, et en plus avec quelque part un leitmotiv, un objectif à respecter, c'est que tu veux la créer avant d'avoir 26 ans. En effet, oui. C'était mon but ultime, et j'ai réussi à 2 mois près, mais je l'ai fait. Et c'est aussi parce que c'était une période pas facile de ma vie, où j'avais besoin de trouver du sens et j'avais vraiment besoin d'accomplir quelque chose parce que voilà, j'ai eu une espèce de crise existentielle où je me disais mince, qu'est-ce que j'ai accompli finalement? Alors oui, j'ai écrit des choses, mais personne ne les lit, donc à quoi bon? À partir de là, je me suis lancée. Quelque part, j'ai bien fait parce que grâce à cette maison d'édition, j'ai rencontré une jeune femme qui est aujourd'hui ma meilleure amie, qui s'appelle Wendy d'ailleurs, et qui a contribué à l'un de mes recueils collectifs au parfum de la rose. Tu parles de celle que j'ai rencontrée au Salon de la littérature érotique. En effet, oui, elle était avec moi, elle m'avait accompagnée ce jour-là, et je l'en remercie d'ailleurs. Et donc, j'espère bientôt la publier au sein de ma maison, justement parce que jusqu'à présent, donc, il y a moi, Adolphine von Traum, il y a un recueil collectif avec divers auteurs, et puis il y aura peut-être un jour cette amie qui m'est chère. Alors dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui vient de me faire sourire évidemment, c'est que j'avais besoin de me réaliser, de faire quelque chose à 25 ans. J'avais l'impression de ne pas avoir fait quelque chose de ma vie à 25 ans. Ça fait 10 ans que j'écrivais. À 25 ans. Et quelque part, en plus, avoir cette motivation-là, alors que tu viens de rentrer avec 2 masters, j'imagine qu'à 25 ans, tu viens à peine de rentrer dans la vie active, j'ai envie de dire. Totalement, oui. Chapeau, ça. Tout le monde ne l'a pas fait. Et puis en plus, écrire déjà, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Mais écrire en assumant bien sur ce thème-là, c'est pas forcément évident. Et en plus, créer sa maison d'édition, je t'en parlais tout à l'heure en préparant, il n'y a pas beaucoup de femmes qui l'ont fait. Pas à cet âge-là. Et même si on est à une époque qui est plus permissive qu'il y a quelques décennies, des femmes éditrices, il n'y en a pas tant que ça. Surtout sur ce créneau bien assumé, d'autant que tu y vas avec une force, avec des idées bien arrêtées. Et notamment, tu en parlais tout à l'heure, tu te sers de la force que tu obtiens en rejetant cette pudeur, que moi j'ai du mal à appeler pudeur en plus, parce que pour moi la pudeur c'est de la peur quelque part. Ah oui, totalement, oui, c'est synonyme de peur. Oui, mais dans la plupart, la plupart du temps, les gens qui disent c'est de la pudeur, ils voient ça comme une vertu. Voilà. Pour moi, ce n'est pas le cas. On est bien d'accord. Et donc voilà, moi j'entends tout ça et je me dis, j'ai l'impression que tu es trop modeste. Trop modeste. Par rapport à quoi? Dans le sens où tu ne te vois pas comme les gens pourraient te voir, dans le sens où, à l'âge que tu as déjà réalisé tout ça. C'est pas si simple. Et en plus, alors moi j'ai pu voir, et on a pu en voir depuis le début un certain nombre des livres que tu as créés, on sent qu'il y a aussi la personne qui a travaillé dans l'édition. Tes livres, ils sont beaux, ils sont bien présentés. J'ai fait en sorte que ce soit, professionnel, présentable, très esthétique, parce que j'accorde de l'importance à ça dans tout ce que je fais.
Et voilà, je veux que ce soit mon image et je veux donner une bonne image aux autres. J'ai vraiment ce souci de la perfection. J'ai toujours une quête d'idéal en tête dans beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit d'un point de vue amoureux, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Donc tu te mets la pression, quoi. Oui, un peu, oui. On ne va D'accord. pas se le cacher que oui, mais d'un autre côté, les choses sont bien faites et pour moi, c'est limite ça le plus important. Ben, mon credo, c'est qu'on réalise rien de grand sans rêver en grand. Et évidemment, Oui. ça va avec un certain nombre d'exigences. Donc, Mhm. moi, je comprends bien ce que tu me dis là. Et puis, c'est très bien. En plus, bah, comme on le disait, tu as rejeté cette pudeur inutile, enfin cette peur, hein. Encore une fois, n'appelons pas ça de la pudeur comme si c'était quelque chose de merveilleux, qui fait que tu as un atout là-dedans, c'est que bah, tu te sers de ta propre image, ce que tu n'aurais pas fait, parce qu'il y a bah, on le redit, dans ta maison, tu publies surtout de l'érotisme. Oui. Et tu te mets en scène, notamment dans les couvertures de tes livres. Je suis modèle photo. D'accord. Et donc, en effet, c'est moi qui pose sur mes couvertures. Je fais quand même attention à ne pas avoir mon visage découvert parce que, voilà, encore une fois, pour des questions de censure, on vit dans un système un peu particulier. Ça, je tiens à le préciser. Il y a encore de la censure en France, en tout cas dans certaines institutions. Donc, j'ai dû mettre à jour mes couvertures récemment, il y a quelques mois, pour des raisons professionnelles. Donc voilà, là ce sont les nouvelles éditions qui sont parues là il y a quelques mois. Donc en effet, j'utilise mon image et je veux garder mon image. Pour moi, c'est très important, qu'importe ce qu'on va me dire. Alors certes, le visage caché, c'est une chose, mais pour moi, c'est important d'être la plus authentique possible. Je trouve que la démarche est beaucoup plus sincère. Voilà, j'ai envie de donner un travail complet à autrui. Pour moi, c'est important et encore une fois, il y a une forme de fierté. C'est surtout toi que tu publies à travers ta maison d'édition. Ça n'a pas vocation à perdurer d'après ce que tu m'as dit, mais tu es très exigeante sur les manuscrits que tu pourrais recevoir. C'est-à-dire que si ce n'est pas une teinte érotico-romantique, bon, c'est pas trop la peine d'envoyer un manuscrit. Je veux que ce soit en accord avec ce que j'écris. Alors, je veux pas que ce soit une copie de ce que je fais non plus, c'est pas le but. Bah, tu as une ligne éditoriale, quoi. Voilà, tu as une ligne éditoriale dont tu ne veux pas transiger. C'est ma ligne éditoriale qui est d'ailleurs assez authentique. Ce n'est pas ce que fait La Musardine, par exemple. Et oui, aussi, si quelqu'un veut être publié chez moi, donc les droits d'auteur, ça risque d'être très compliqué parce qu'en fait, je n'ai aucune finance pour ma maison d'édition. Je fais ça gratuitement, si je puis dire, dans le sens où je peux faire quelques petites ventes par-ci par-là, mais c'est quand même assez rare. Donc à partir de là, je ne gagne pas d'argent, je n'ai vraiment aucun capital financier. Donc si la personne veut être publiée, ce sera pour l'amour de l'art, mais pas pour l'amour de l'argent. Très clairement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tu es en train d'expliquer aux gens qui ont regardé ton interview ce que j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises et que on a du mal à entendre quand on est jeune auteur, c'est que le marché du livre, c'est très restreint, et en particulier quand on est une jeune maison d'édition petite, indépendante, des grands groupes, je veux dire par là, indépendante des grands groupes, clairement, être autonome financièrement, c'est très compliqué. Et il ne faut pas espérer faire des ventes extraordinaires. Je le rappelle, je le dis souvent dans les vidéos que je fais sur le thème du monde du livre, les ventes moyennes en France, c'est 350 exemplaires. Et quand je dis moyenne, c'est parce que c'est tiré évidemment par les très gros vendeurs, les grosses maisons d'édition, mais sur un nombre de romans qui est très limité. Des éditeurs, enfin des auteurs qui vivent de leur plume en France, ça doit se compter sur les doigts de... Alors, quand je dis sur les doigts des deux mains, souvent les éditeurs me reprennent et me disent non, sur les doigts d'une main. Donc effectivement, quand on veut être publié, il ne faut pas rêver. Faut pas penser je vais devenir riche. Et c'est une idée persistante. Moi, quand j'arrive sur les réseaux sociaux il y a 3 ans, on me dit « Voilà, encore quelqu'un qui a écrit quelque chose comme 50 nuances de Grey et qui veut se faire plein d'argent avec ça. » Ouais. les rêves, les utopies ont la vie dure. Clairement, ce sera avant tout pour l'amour de la littérature. Ah totalement, oui. Moi, de toute façon, c'est ce que je fais. Donc, à partir de là, les futurs auteurs devront en faire de même. Et d'ailleurs, c'était la démarche du recueil Au parfum de la rose.
C'est-à-dire qu'on a fait imprimer un exemplaire qui est d'ailleurs assez beau, et on avait envoyé des petits cadeaux aux auteurs, mais il n'avait pas eu de rémunération stricte. Alors, c'est pas lié au fait que tu fais pas signer de contrat d'édition, c'est lié au fait que les revenus sont pas là, quoi. Qu'il y a toujours un contrat d'édition, néanmoins, il n'y aura pas de rémunération à la clé, parce que, encore une fois, après, il faut aussi trouver les lecteurs qui vont acheter les ouvrages. C'est pas que tu ne veux pas, c'est que les ventes ne sont pas là, quoi. Bah voilà, c'est ça, voilà. D'accord. Exactement, ouais. On en arrive à la fin de cette interview. Alors, je voulais quand même préciser une chose, c'est qu'effectivement, les auteurs qui seraient intéressés, parce que des auteurs qui envoient des manuscrits, il y en a quand même beaucoup en France, il y a beaucoup de Français qui écrivent. Donc, s'ils veulent vérifier ta ligne éditoriale, la meilleure façon, c'est qu'ils aillent lire des livres que tu aurais déjà publiés. La meilleure façon pour ça, c'est d'aller sur mon site internet. Donc, édition-verlaine.fr. Et il faut savoir, par rapport à mes textes, justement, c'est que vous pouvez les écouter gratuitement. Alors, certains extraits sur ma chaîne Spotify, qui est normalement sur mon site. Voilà, d'accord, il y a un lien sur ton site. Voilà. D'accord, ok. Donc, n'hésitez pas à m'écouter, parce que je fais également des audios. Et je n'ai pas encore fait les extraits de mon roman, mais ça ne saurait tarder, j'aimerais m'y mettre d'ici peu. Dès que tu trouveras le temps. Voilà, c'est ça. Pour peu qu'on t'envoie pas trop de manuscrits. Surtout hors ligne éditoriale. Oui, c'est mieux. Tu vas sortir bientôt un nouvel ouvrage? En effet, oui. Et donc là, ce n'est pas de la fiction, c'est un essai qui s'intitule La putain gratuite. Donc le titre est assez audacieux, mais il porte très bien son nom. Précédé du déclin de la galanterie, donc c'est 2 études combinées en une seule. D'accord. Et donc voilà, ça sera publié d'ici février-mars. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi, merci beaucoup. Ça fait plaisir, et puis je te souhaite une bonne continuation, ça ne fait que commencer pour toi. Oui, on va dire ça. Merci.